au sujet des expositions au formol en maternité. C'est un temps qu'on a conçu avec la CARSAT et qui est organisé dans le cadre de l'accompagnement des maternités engagées sur la santé environnementale qu'on a conçu entre l'ARS et la Mutualité française Pays de la Loire. Et c'est ce sujet de l'exposition au formol est sorti parmi les sujets dans le cadre de vos diagnostics, ou en tout cas des diagnostics initiaux d'un certain nombre de maternités. Et donc, on avait pris l'engagement de travailler cette thématique-là spécifiquement. Et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Excusez-moi, la présentation nous sera envoyée ensuite ou il faut qu'on prenne des notes? Alors, on va effectivement vous envoyer le diaporama à la suite de ce temps de présentation. Et la présentation est enregistrée et sera mise également à disposition. Ce ne sera pas immédiat, mais notre objectif, c'est de mettre en ligne une page sur le site de l'ARS où vous pourrez retrouver ces éléments. Okay. Mais on vous en informera par mail, sans problème. Donc, nous allons intervenir en 3 temps. D'abord, on va reprendre un petit peu ces éléments de contexte. Monsieur Le Breton et Monsieur Berton, ingénieurs conseil à la CARSAT, du coup, feront une présentation des enjeux associés au formol et des techniques de sécurisation de son usage dans les établissements. Et on aura les retours d'expérience de 2 établissements, le centre hospitalier de Vendée et le CHU d'Angers. Donc, en termes de contexte, l'état des lieux des 12 maternités qui étaient engagées, en tout cas en 2022, sur la santé environnementale, avait fait ressortir ce sujet de l'exposition au formol, avec encore des situations d'exposition en salle de naissance ou en consultation. Donc, à l'époque, 7 maternités sur 12 n'avaient pas totalement ou n'avaient pas complètement sécurisé la manipulation du formol, avec un enjeu aussi associé à l'externalisation des analyses d'anatomopathologie autour des analyses de placenta et de biopsie. Et donc, vraiment, ce travail qu'on a fait avec la CARSAT est issu de ce constat-là. Ensuite, il y a eu un accompagnement de 2 maternités de la région de la CARSAT, justement, le CHU d'Angers et le CHD, qui vont justement vous présenter la démarche qu'ils ont pu mettre en œuvre. Et nous, de notre côté, nous avons du coup, on s'est rapproché de la CARSAT et puis on a vu aussi avec les laboratoires avec lesquels vous pouvez travailler, quelles étaient leurs contraintes en termes de normes et puis aussi de risques microbiologiques. Je te laisse présenter cette enquête que tu avais faite du coup auprès des maternités engagées. L'enquête c'était la première partie du plan d'action. On a décidé donc d'interroger les 19 maternités parce que début 2024, 7 nouvelles maternités étaient engagées dans l'accompagnement primum non nocere. À l'issue de cette enquête, on a rencontré le labo avec la CARSAT, avec donc les résultats des questionnaires, qui nous a permis de comprendre leurs limites et d'explorer certaines capacités à modifier les protocoles. Et puis donc aujourd'hui, on vous réunit pour vous présenter l'ensemble de la démarche. Ah, non. Voilà, donc l'enquête a eu lieu tout début 2024. 17 maternités sur 19 ont répondu. Et déjà, dans un premier temps, on a pu voir que 11 maternités sur les 17 continuent à manipuler du formol en salle de naissance ou en salle de naissance pour les placentas. Diapo d'après.
Voilà. Non. Oui, voilà. Le professionnel qui manipule le formol, eh bien, enfin, les professionnels sont majoritairement les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes en salle de naissance, avec des équipements de protection individuelle tout à fait aléatoires, hein. La plupart utilisent des gants, mais après, en termes de lunettes, tabliers et autres équipements, c'est très, très variable, voire aucun équipement. Pour ce qui est des biopsies en consultation, la majorité, enfin, 9 établissements confient leurs biopsies à l'extérieur. On ne sait pas trop pour 2 établissements et certains les analysent in situ. Et surtout, ce qui est important, c'est le type de flacon utilisé. Dans 10 maternités, ce sont des flacons donc pré-remplis qu'il convient ensuite d'ouvrir et d'y déposer la biopsie. 4 d'entre elles ont des flacons sécurisés qui, une fois percutés, libèrent le formol sur la biopsie qui a précédemment été mise au fond du flacon et certaines réponses n'étaient pas connues. Ce qui montre aussi qu'il n'y a pas forcément de protocole dans les établissements pour gérer à la fois les biopsies et les placentas. Pour les biopsies, donc, ce sont majoritairement les médecins, c'est normal, hein, qui manipulent donc les flacons remplis de formol ou bien les flacons qu'on percute. Idem, les équipements de protection sont très aléatoires, encore une fois. Et en ce qui concerne le transport des biopsies, là, on a énormément aussi de possibilités, avec même certains sachets en plastique contenant les flacons de biopsie qui sont véhiculés dans les pneumatiques. Donc, ce qui représente quand même un risque assez important de déversement. Donc, on passe la parole à Monsieur Le Breton. Oui, donc c'est moi je suis Vincent Berton, je suis ingénieur conseil au service prévention à la CARSAT et je serai accompagné de mon collègue spécialiste en risque chimique qui va rentrer dans le détail juste après ma petite introduction, qui est également ingénieur conseil. Donc si vous voulez bien passer la diapo suivante, on vous dira peut-être suivant à chaque fois. Ah non, tu prends la main du coup, Rodolphe? Okay. Bon, on va changer de PowerPoint, on arrive. Pendant ce temps-là, je vais commencer l'introduction. Donc, l'idée, c'est de vous dire en 1 minute ou 2 ce que c'est que la CARSAT pour être bien d'accord et au clair sur notre rôle. Donc, on fait partie de la branche accident du travail et maladie professionnelle de la sécurité sociale. Hein. Donc voilà, la sécurité sociale, là normalement vous voyez bien, puisque je le vois, il y a différentes branches. Hein, donc il y a on va commencer par celle de droite, la COS, hein, les recouvrements, c'est les URSSAF, la Banque de la Sécu. Il y a la Caisse nationale d'allocation familiale, donc tout ce qui est allocation familiale, la vieillesse, donc pour la retraite, et la CNAM, assurance maladie, que vous connaissez bien tous avec votre carte verte, hein, notre carte verte. Et il y a une petite branche sous cette assurance maladie qui s'appelle la branche ATMP, accident du travail, maladie professionnelle, ou dite risque professionnel. Elle a comme particularité d'être gérée par les partenaires sociaux. C'est pas le Parti socialiste qu'on voit, PS. Ce sont les partenaires sociaux, donc c'est eux qui définissent nos priorités, nos moyens et finalement voilà aussi nos prérogatives. Tu peux passer à la suivante, Rodolphe. Je fais assez rapidement là-dessus parce que c'est pas le cœur du sujet du jour, mais quand même mettre un peu de contexte. Cette branche accident du travail, maladie professionnelle, elle a 3 grands rôles. La prévention, la tarification et la réparation. La réparation, c'est une fois que les dégâts sont faits,
comment on répare, c'est-à-dire comment on soigne, comment on aménage éventuellement un logement, comment on paye les indemnités journalières, c'est-à-dire le salaire à la place de l'employeur, quand le salarié est en arrêt maladie, et que c'est lié, que c'est d'origine professionnelle. La mission prévention, donc c'est dans laquelle, pour laquelle je travaille avec mon collègue Rodolphe qui va parler dans quelques minutes. Notre rôle, c'est de faire du conseil et du contrôle en entreprise. Tout secteur confondu, donc là on parle de maternité aujourd'hui, mais sachez qu'on intervient dans toutes les entreprises qui ont au moins un salarié, un restaurant, une usine, voilà, enfin on peut imaginer absolument tout type d'entreprise. Et donc, et la dernière mission, c'est la mission de tarification. C'est en gros combien chaque entreprise paye à l'URSSAF, la banque de la Sécu, chaque année en fonction des sinistralités qu'elle a eues dans son entreprise, sinistralité qui peut être représentée par des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Voilà, je ne vais pas plus loin pour ce point-là. Je veux bien que tu ailles à la suivante, Rodolphe, merci. Donc, vous, maternité, en fait, nous, on est organisé en différents groupes sectoriels au sein de la CARSAT, au sein du service prévention. Et moi, j'ai un groupe qui s'appelle le groupe service. Je passe les détails, mais dedans, il y a les maternités, les hôpitaux, les EHPAD, des transports, tout un tas de choses, mais dont les maternités. J'ai 6 contrôleurs de sécurité. Certains d'entre vous, peut-être, ont déjà rencontré des contrôleurs de sécurité de la CARSAT qui rayonnent sur les 5 départements qui fait notre région Pays de la Loire. Et vous aurez peut-être des questions de tout ordre, que ce soit sur la tarification, la réparation, la prévention, des questions techniques. Vraiment, il n'y a pas de questions bêtes. Vous avez mon email. Vous pourrez m'envoyer à tout moment, pas qu'aujourd'hui, ça peut être dans 2 mois ou dans 2 ans, toute question qui vous vient, et puis on tâchera d'y répondre de façon claire et technique, si elle est technique, voilà, sans problème. Je vais passer la main à mon collègue Rodolphe, qui est en face de moi. On est dans une salle de réunion, donc c'est pour ça que je lui souris au-dessus de l'ordinateur, qui va parler formol de façon technique et qui devrait encore plus vous parler. Voilà. À toi, Rodolphe. Okay. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc moi je suis Rodolphe Le Breton, je suis ingénieur conseil au laboratoire de chimie de la CARSAT, ce qui explique un petit peu ma spécialisation autour des produits chimiques et donc cette thématique du formaldéhyde. Alors, concrètement, aujourd'hui, nous sommes ensemble sur une réunion dans un contexte lié donc aux expositions professionnelles liées au formaldéhyde et dans une activité bien spécifique qui est celle des maternités. Le formaldéhyde, à ma connaissance, donc dans vos activités, est utilisé pour la fixation de pièces anatomiques et de biopsies qui sont dédiées à un transfert au laboratoire d'anatomocytopathologie, qu'il soit interne ou externe. Cette fixation de pièces anatomiques, elle peut se faire soit dans les salles d'accouchement, les salles de naissance, soit dans des salles de consultation ou encore dans des locaux annexes. À notre connaissance, dans votre activité, l'utilisation du formaldéhyde va concerner donc tout ce qui est placenta, également les biopsies, notamment dans les salles de consultation, et assez exceptionnellement les fœtus. Alors, le formaldéhyde, de quoi parlons-nous? Pour resituer, le formaldéhyde, c'est un agent CMR, donc qui est défini en tant que cancérogène, mutagène ou reprotoxique. Et selon la classification européenne, vous pouvez voir qu'il est cancérogène présumé, donc classé 1B, mutagène suspecté. Il est également toxique par inhalation, toxique par contact cutané et toxique en cas d'ingestion. Il peut provoquer des allergies cutanées et respiratoires. Et le côté corrosif des solutions donc, peut provoquer de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires qui peuvent être assez importantes lorsqu'il est très concentré à plus de 25%, ce qui ne doit pas être votre utilisation. Au-delà de ça, de cette réglementation européenne, le formaldéhyde est classé comme un cancérogène avéré pour l'homme par le Centre international de recherche pour le cancer, donc dans le groupe 1, ce que vous avez à l'écran.
Et la réglementation française liste les travaux exposant au formaldéhyde dans la liste des travaux et des procédés cancérogènes par l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié. Donc vous voyez que nous parlons là d'un produit dont les propriétés ne sont pas tellement sympathiques. Au-delà de ça, lorsqu'on travaille avec des CMR, il n'y a pas de seuil d'exposition sans risque à un agent CMR. On raisonne toujours avec une approche qui est le procédé ALARA, qui est à dire qu'on va essayer d'avoir des expositions les plus basses techniquement possibles, atteignables. Les effets sur la santé du formaldéhyde, on les a un petit peu évoqués avec l'étiquetage, mais lorsqu'on manipule ce produit, sur la voie cutanée ou sur la voie oculaire, on peut avoir des irritations, des dermites irritatives, des eczémas, et par la voie respiratoire, on a des atteintes donc ORL, donc des irritations des muqueuses, des asthmes, des rhinites allergiques, des bronchospasmes et œdèmes aigus des poumons, et le plus grave, un cancer du nasopharynx qui peut être évoqué avec la manipulation de formaldéhyde, ainsi que des cancers nasosinusiens. Sont évoqués des leucémies et des risques reprotoxiques, mais sans certitude. C'est discuté par les experts au niveau toxicologique. Pour la réglementation, toujours, on va retrouver le formaldéhyde dans les tableaux de maladies professionnelles du régime général, dans les tableaux 43 et 43 bis, où vous voyez à l'écran qu'on retrouve les pathologies qu'on a pu évoquer. Le 43 bis reprenant notamment le carcinome du nasopharynx, avec des délais de prise en charge et des listes limitatives de travaux qui mentionnent bien qu'effectivement, on peut utiliser le formaldéhyde dans les laboratoires d'histologie, d'anatomocytopathologie et en thanatopraxie notamment, dans cette liste limitative des travaux. Voilà pour le contexte qui est, ma foi, fort peu sympathique dans un premier temps. Alors, quelle va être la démarche de prévention, on va dire, en lien avec la manipulation du formaldéhyde dans toute structure manipulant ce produit? On va être sur une démarche qui est en lien avec la prévention des risques CMR, donc cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, qui sont intégrés dans donc cette réglementation, elle est intégrée dans le Code du travail. On ne va pas rentrer dans les détails, donc voilà, les articles du Code du travail, vous les avez là. Mais sachez qu'il y a une réglementation spécifique sur cette partie des risques CMR dans le Code du travail et donc des mesures à mettre en place au niveau des postes de travail. La démarche de prévention, comme autour de beaucoup de produits chimiques, comme tous les produits chimiques, elle va être dans un premier temps de supprimer le produit ou le procédé dangereux. En l'occurrence, la fixation du formaldéhyde, la fixation des pièces par le formaldéhyde, on ne peut pas supprimer ce produit. On n'a pas trouvé de solution technique aujourd'hui qui permette à la fois aux labos d'Anapat et à la fois aux utilisateurs de formaldéhyde d'avoir des conditions satisfaisantes. Donc, deuxième étape, on évalue les risques qui ne peuvent pas être évités. On substitue le produit. Là, je vous dis, on ne peut pas le remplacer par autre chose. Donc, on continue à travailler avec ce produit, malheureusement. Et dans ces cas-là, on va chercher plutôt donc à réduire l'exposition des salariés par des mesures techniques. Dans un premier temps, en travaillant, lorsque cela est possible, dans un système clos ou en deuxième approche, on peut travailler avec des équipements de protection collective, des EPC, avec un captage et un rejet extérieur des polluants au niveau du poste de travail. En dernier recours, si on n'a pas d'autres solutions, on va aller chercher les équipements de protection individuelle, les EPI, c'est-à-dire les gants et les masques, si on a un risque résiduel qui persiste. On travaillera également à des mesures organisationnelles, donc des consignes, ce genre de choses pour réduire l'exposition des salariés. On informera les salariés, on assurera une surveillance médicale adaptée et évidemment, comme dans toute structure, des mesures d'hygiène et d'urgence qui sont adaptées. Pour des CMR, dès qu'on a des mesures de prévention collective, on va avoir des contrôles réglementaires à faire sur ces protections collectives, notamment sur les équipements de ventilation, c'est-à-dire que tout équipement d'Osray, Sorbonne, enfin tout équipement de captage doit être vérifié. Vous pouvez avoir dans vos structures des dosserets aspirants, des éviers avec des lèvres aspirantes au-dessus. Ces éléments doivent être contrôlés à minima annuellement pour vérifier leur performance. Et au-delà de ça, la réglementation aujourd'hui
impose un contrôle annuel des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité, avec des valeurs limites que vous avez à l'écran ici, sachant que le formaldéhyde avait une valeur de 0,62 mg/m3, que vous avez en bas de diapositive, qui était en vigueur jusqu'en juillet 2024, qui aujourd'hui, donc cette valeur n'est plus d'actualité. On passe aujourd'hui à une valeur plus basse, c'est-à-dire 0,37 mg/m3 au niveau du poste de travail. Alors, ces valeurs limites sont une référence qu'il convient de respecter, mais je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on est en présence d'un cancérogène, d'un mutagène ou d'un reprotoxique, on applique le principe ALARA, c'est-à-dire le principe d'avoir des expositions les plus basses techniquement possibles. Alors justement, quelles mesures de prévention mettre en place dans vos activités concrètement? Eh bien, elles sont diverses et variées. Au niveau des biopsies, on va faire en sorte d'avoir un système clos, c'est-à-dire de ne pas avoir de manipulation d'exposition au formaldéhyde. Pour cela, on peut, comme vous le voyez à l'écran, utiliser des flacons sécurisés sans contact avec le formaldéhyde, des flacons étanches pour le transport. On met la pièce anatomique dans le flacon, on percute, si on peut dire, le flacon, le formaldéhyde va se déverser sur la pièce et la fixer, mais vous n'avez pas de manipulation, vous n'avez pas d'exposition au formaldéhyde puisque les flacons sont fermés. Ça, c'est l'idéal pour les petites biopsies. Souvent, ce qu'on va rencontrer, ce sont des flacons de biopsie qui sont pré-remplis de formaldéhyde et qui sont placés sur des paillasses à disposition pour pouvoir mettre la pièce anatomique dans un flacon. On l'ouvre, on place la pièce et on referme. Ce principe va proposer quelques inconvénients, malheureusement des risques de déversement et d'inhalation de formaldéhyde, notamment lorsqu'on laisse les flacons ouverts un certain temps en attendant la biopsie. Et donc, on va plutôt, en termes de prévention, avoir recours à une enceinte ventilée, notamment sur les petits flacons. Donc, voilà, sur une enceinte ventilée que vous avez à droite de votre diapositive, les flacons étant posés à l'intérieur sous un flux d'air qui va vous protéger en fait de l'inhalation du formaldéhyde. Concernant le placenta, donc grosse pièce qui va poser un peu plus de problèmes, on peut avoir deux approches. Une mise sous vide avec ou sans gaz de protection, avec un certain nombre de machines automatiques qui vous permettent de réaliser cette mise sous vide avec gaz de protection et conservation généralement dans une enceinte fraîche et transfert vers une zone de fixation du formaldéhyde qui, elle, possède des mesures de prévention, ou on peut encore avoir des automates de remplissage étanche du formaldéhyde, comme vous avez ici, l'UltraSafe à droite, qui va remplir automatiquement le seau où est placée la pièce anatomique et qui va le remplir de façon étanche et sans exposition de l'opérateur au formaldéhyde dans une enceinte étanche. Mais ça, on aura un témoignage de l'utilisation de cette machine en fin de présentation, si je ne me trompe pas. Ou encore, ce qu'on peut être amené, alors c'est un peu moins satisfaisant en termes de prévention, ça va être la conservation des pièces fraîches au frais et un transfert rapide vers un local adapté de la structure, le bloc opératoire, l'ANAPAD d'un laboratoire, l'ANAPAD de l'hôpital lorsqu'on en a un sous la main, et qui va permettre de fixer ces pièces dans une enceinte ventilée, donc une enceinte prévue pour, avec mesures de prévention adaptées et donc dans des conditions correctes d'hygiène et de sécurité, et donc pas d'exposition au formaldéhyde pour les opérateurs des maternités directement. Si jamais on a des fixations à la maternité, voilà, il faudra avoir une enceinte ventilée de type Sorbonne, ce que vous avez à l'écran ici, où voilà, on capte les polluants, on remplit les seaux avec du formaldéhyde, mais dans un flux d'air qui permet de préserver l'exposition des opérateurs au formaldéhyde. Alors, dans l'idéal, effectivement, on aura ces enceintes qui vont donc rejeter à l'extérieur sans recyclage de l'air à l'intérieur des pièces, bien évidemment, on évacue les polluants à l'extérieur, et dans l'idéal, un système de distribution du formol, par exemple, avec des robinets à pédales, ou des caissons de bas ventilés, où on stocke à ce moment-là
tout ce qui est bidon, tout ce qui est chiffon, tout ce qui est voilà, pièces annexes qui peuvent être utilisées, qui peuvent potentiellement être souillées et vous exposer ultérieurement. Hop. Et puis le cas, alors que tout le monde ne rencontre pas, peut-être voilà, les fœtus avec dans ces cas-là où on va injecter du formol dans le cerveau du fœtus, on aura voilà, des seringues pré-remplies et disponibles, donc pas de manipulation de formol. Et ces seringues, on veillera les stocker dans une enceinte adaptée et sécurisée, comme pour tous les produits chimiques. Dans tous les cas, voilà, c'était un petit peu aussi l'idée de vous passer des messages. Si on utilise du formol à la maternité, alors faites attention au stockage désécurisé du formaldéhyde dans des armoires de sécurité, dans des enceintes qui sont ventilées et qui sont prévues pour. Ne gardez que des quantités minimales qui sont nécessaires à une activité journalière. Ne pas réaliser de manipulation hors des enceintes ventilées, comme on voit ici sur un bout de paillasse avec un bidon au bord d'évier. Attention à la gestion des déchets, tous vos chiffons, tous les déchets que vous pouvez utiliser possiblement contaminés par du formaldéhyde continuent à émettre des polluants. Et puis également, aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui sort sur la traçabilité des expositions aux agents CMR dont font partie le formaldéhyde. Donc là, il faudra aussi mettre ça en place avec la médecine du travail dans les structures. Hop. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais redonner la main du côté de l'ARS. Marie-Pierre, est-ce que tu veux qu'on passe le diaporama? Oui, tu peux. Hein? D'accord. Sans souci, oui. Ok. Bonjour. Donc, bonjour. Désolé de déranger. On avait une question. On a maternité Carton Rouge, une question peut-être pour Monsieur Le Breton. Quel masque est efficace? Un masque FFP classique ne va pas être efficace. Enfin, est-ce qu'il faut un masque à cartouche? Oui, alors je vais repartager parce qu'en fait, j'avais mis au fond de mon écran. Hop, je vous donne une petite seconde. Voilà, une diapositive complémentaire. Hop, que j'ai pris. Voilà, j'ai pas pris le temps de vous la présenter. Alors, si vous voulez de la documentation autour du formaldéhyde, vous pouvez consulter la fiche toxicologique INRS numéro 7 qui vous donne un certain nombre d'informations toxico, mais aussi de protection, de mesures de prévention collective. Un webinaire de la CRAMIF que vous avez en ligne, que vous trouverez sur Internet. Pour les EPI, la protection respiratoire, elle va être de type AB, donc à cartouche de catégorie 2 plutôt en termes de capacité de piégeage du polluant. Et si vous avez des aérosols avec une filtration complémentaire P3. Et puis pour les EPI gants, on va aller sur du caoutchouc butyl ou du néoprène, ou nitrile, pardon, excusez-moi, voire néoprène ou PVC sur des durées courtes. Par exemple, Voilà. quand tu manipules les cartouches de formol, les trucs pour les fœtus, peut-être. Si c'est logiquement, vous êtes sur des EPI avec des protections qui sont courtes. Enfin, en termes de gants ou de cartouches, je ne comprends pas votre question. En fait, je pensais que mon micro était coupé, donc la Roche-sur-Yon. Ah bon. Notre question était la suivante. Quand on fait des injections de formol dans le cerveau des petits fœtus avec les cartouches pré-remplies, faut-il également avoir des éléments de protection? J'aurais tendance à vous dire que non, puisque logiquement, si vos seringues sont pré-remplies, vous n'allez pas avoir d'exposition, vous allez juste l'utiliser à la dernière seconde et ne pas avoir de résidus, entre guillemets. Voilà. Tout reste logiquement injecté et vous n'avez pas d'accès au formol, en quelque sorte. D'accord, ok, merci. Hop. Donc, voilà, je vous rends la main. Voilà, merci. On vous propose donc les 2 retours d'expérience dont on vous avait parlé. Le premier, c'est donc celui du CHD Vendée et c'est Marie-Pierre Berthe, sage-femme coordinatrice, qui va nous en parler.
Bonjour. Notre réflexion a commencé fin 2021 parce que nous avons eu un événement indésirable suite au dépôt d'un bidon de formol dans le local déchet du service avec émanation d'odeur. Suite à cet événement indésirable, nous nous sommes rapprochés du service d'anatomopathologie. La première action que nous avons fait avec eux, c'était effectivement de renforcer nos équipements de protection individuelle. Donc, il y a eu acquisition de masques à cartouches, gants nitriles, les tabliers, puis les lunettes de protection. Ensuite, on a revu aussi notre salle où on avait donc le stockage du formol. Il y a eu l'achat d'un bac de rétention avec les lingettes absorbantes spéciales formol en cas de fuite. On a mis à disposition aussi de l'équipe un kit en cas de déversement accidentel de formol, puisqu'on en avait un, mais qui était sous-dosé, on va dire, hein. On n'avait qu'un petit flacon. Voilà. Et puis, surtout, on a fait un rappel auprès de l'équipe sur le circuit d'élimination des déchets, puisque normalement, nos déchets vont directement dans le service d'anatomopathologie, qui est un espace pour stocker nos déchets. Nous avons eu la visite de la CARSAT début 2022. Et on a commencé à réfléchir sur comment on pouvait traiter notre problématique. On a pensé dans un premier temps à un poste ventilé, mais ce n'était pas réalisable puisque nous n'avions pas de bouche d'extraction directement vers l'extérieur. Ensuite, on a pensé à un poste autonome sans raccordement extérieur. Et à ce moment-là, était installé au CHD, au bloc opératoire juste à côté de nous, un automate, donc l'Ultra Safe, dont on a entendu parler tout à l'heure, hein, qui se trouve à peu près, on va dire, à 100 mètres de notre salle de naissance. Alors, dans un premier temps, on n'a pas pu utiliser cet appareil-là. On est resté avec nos équipements de protection individuelle parce que on avait en termes de RH, on n'arrivait pas à aller dans l'heure qui suivait la naissance jusqu'à l'Ultra Safe pour mettre nos placentas, notamment, dans le formol. Et puis, en courant de l'année, on a obtenu des effectifs supplémentaires ressources humaines. On a formé nos équipes, puisque nous, ce sont les auxiliaires aides-soignantes qui assurent ce travail-là. On les a formés à l'usage de l'UltraSafe et depuis octobre 2022, en fait, maintenant, on n'a plus de formol dans le service et on utilise l'UltraSafe du bloc opératoire à côté de nous. Voilà, donc ce qui fait que voilà, on a une sécurisation de nos manipulations. Voilà. Pardon, vas-y. Merci beaucoup, Marie-Pierre. On va passer la parole maintenant à Vincent Brossard, sage-femme référent santé environnementale au CHU de Angers. Merci, bonjour à tous. Vous pouvez passer la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc, dans l'ordre chronologique, nous, ce n'est pas suite à un événement indésirable grave que notre réflexion s'est engagée, mais plus suite aux journées collectives auxquelles nous avions participé avec l'accompagnement de Primum Non Nocere, où en janvier 2022, du coup, la thématique abordée sur cette demi-journée était la problématique du formol en maternité. Donc en avril, c'est là où réellement on a constitué un groupe de travail directement au sein du service pour lancer la réflexion. Et donc on a commencé par solliciter la CARSAT en demandant une visite pour une évaluation de nos besoins et des axes d'amélioration. Force de ces propositions, nous sommes sur une équipe de 90 sages-femmes qui tourne sur plusieurs services. L'idée seule d'avoir des EPI pour 90 professionnels n'était pas envisageable. L'idée d'avoir des systèmes de ventilation
Pareil, c'est le prix qui était remis en cause. Donc, l'une des solutions pointées du doigt, c'était la conservation au frais des pièces anatomiques en attendant leur acheminement vers le laboratoire d'anatomie pathologique, puisque je le rappelle, sur le CHU d'Angers, nous sommes un établissement multipavillonnaire et que le laboratoire se trouve à 5-6 minutes à pied de la maternité. Donc, bien évidemment, il a fallu intégrer dans la réflexion le laboratoire d'anatomocytopathologie, chose que nous avons fait en octobre 2022 déjà pour voir la faisabilité et le temps de conservation des pièces au frais, toujours dans l'éventualité de pièces anatomiques qui seraient conservées sur le week-end dans le réfrigérateur de la salle d'accouchement et qui ne seraient acheminées au laboratoire que le lundi. Puisque au niveau de l'évaluation des besoins, nous sommes sur à peu près 365 placentas qui sont envoyés au laboratoire par an. Donc voilà. Et donc assez rapidement, on s'est orienté donc vers cette piste-là d'acheminement. Premièrement, on a envisagé de missionner en fait les agents de service hospitaliers pour cette mission-là, et en fait assez rapidement on s'est aperçu que c'était pas la bonne piste, et donc on s'est orienté vers le service logistique qui assure déjà cette mission d'acheminement de prélèvements biologiques à l'échelle de l'établissement, puisque tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, du coup, il passe déjà de bâtiment en bâtiment pour aller récupérer des pièces anatomiques et les acheminer directement au laboratoire central. Et donc, dès janvier 2023, on a commencé la rédaction d'une procédure qui est passée dans les mains de chacun pour validation, l'achat de glacières et de packs de froid, et on a pu mettre en place cette procédure en avril. Vous voyez, d'avril 2022 à avril, début de la réflexion, puis à avril 2023, mise en place de la procédure écrite et validée par chaque partie, la logistique, le laboratoire d'anatomie pathologie et la maternité. On a fait une évaluation du coup à 6 mois après le début de la procédure. Aucun événement indésirable grave n'avait été rendu sur des difficultés de lecture de l'âme de ces placentas mis au frais. Et donc, effectivement, au niveau des pistes de réflexion, chronologiquement, on s'était demandé combien de temps les placentas pouvaient rester au frais. Alors, la CARSAT nous avait déjà apporté des éléments de réponse avec 72 heures. Il nous fallait la validation du chef de service du laboratoire pour appuyer en fait cette piste-là, et ce qui nous a été confirmé. Donc, aujourd'hui, sur les week-ends prolongés, où on en a identifié 6 en 2023, et du coup, on s'autorise aujourd'hui jusqu'à maximum 72 heures, avec une exception sur justement des week-ends de plus de 3 jours, où du reste, les placentas, lorsqu'ils sont acheminés au laboratoire, sont identifiés avec un pictogramme de vigilance, de façon à ce que les laborantins, lorsqu'ils reçoivent la pièce, fixe directement en priorité ce pot de placenta reçu par le service logistique. Donc voilà, donc après au niveau des réflexions, effectivement, quand on avait étiqueté les agents de service hospitalier, on se demandait comment est-ce qu'il fallait qu'ils acheminent les placentas. On s'est d'abord dit peut-être à pied, puis ensuite en vélo avec un cargo, puis ensuite c'est à force de discuter, on s'est aperçu qu'effectivement le service logistique faisait cette procédure-là déjà avec d'autres établissements. Donc en fait, on a vu avec eux pour qu'ils élargissent leur circuit de routine de façon à ce qu'ils puissent transporter. Et donc là, du coup, la vraie problématique, c'était de respecter la chaîne du froid. Et donc, chose faite avec les glacières. Ce que je n'ai pas mentionné, mais du coup, sur la première diapositive, effectivement, nous aussi, on était confrontés à 3 utilisations du formol. Tout d'abord avec les placentas, puis ensuite avec les flacons pré-remplis pour les biopsies. Et puis, les injections, des fois de formol, sur des cerveaux de fœtus.
Pour ce qui est des fœtus, en fait, au niveau de la gestion de leur examen anatomopathologique, du coup, en cours d'année 2022-2023, il y a eu un changement de contrat, puisque pour cette partie-là, il y a un contrat entre établissements qui est fait avec le CHU d'Orléans, et donc qui ne souhaite pas que nous procédions à la fixation des cerveaux dans notre établissement, mais c'est eux qui assurent cette prestation, mais du coup avec un transfert rapide des corps après la naissance. Donc du coup, cette question, elle a pu être résolue rapidement. Pour ce qui est des biopsies pré-remplies, enfin des flacons pré-remplis, pardon, pour la gestion des biopsies, actuellement, puisque nous ne sommes pas les seuls utilisateurs des flacons pré-remplis, ça fait l'objet en fait d'une réflexion à l'échelle de notre établissement. Et donc, du coup, il y a déjà eu un groupe de travail mis en place et une réflexion préliminaire pour avoir un visuel le plus fiable possible des différentes utilisations auxquelles ils pouvaient être faits, essayer d'aller discriminer les services qui sont touchés par l'utilisation du formol, voir quels étaient les EPI qui pouvaient être mis en place déjà et essayer d'harmoniser cette procédure pour y mettre plus de sécurité et notamment avec la réflexion d'un kit en cas de déversement de produits qui serait envoyé dans chaque service qui utilise en fait ces fameux pots pré-remplis. Et voilà, j'en ai fini.